Comment est-ce que le plus vieux continent du monde, berceau de l'humanité, des civilisations antiques, des ressources minières qui font tourner la planète, galère encore à avoir une industrie automobile solide? Dire que l'Afrique ne consomme pas ce qu'elle produit, c'est comme entendre un patron de restaurant dire qu'il crève la dalle, ou le cordonnier du quartier mal chaussé pendant que tout le quartier porte ses créations. C'est absurde, et pourtant, c'est la réalité. Les amis, dans cette vidéo, on ira à l'essentiel. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le dans le respect en commentaire. Pendant que la Chine fabrique une voiture électrique toutes les 20 secondes, que l'Europe se prend pour le boss de la mobilité durable et que les États-Unis roulent en Tesla, voici un continent riche en ressources avec une population jeune, dynamique, pleine d'idées et d'ambition. Un continent qui alimente l'industrie mondiale en matière prix, cobalt, cuivre, aluminium, tout y est, même le soleil pour les batteries. Et pourtant, l'Afrique importe presque toutes ses voitures. Moins d'1% de la production mondiale, alors qu'elle pèse plus de 18% de la population de la planète. C'est un non-sens économique et une anomalie industrielle. Pourquoi un tel retard? Pourquoi le continent roule-t-il encore à l'importation pendant que les autres continents construisent, innovent, exportent? Entre dépendance chronique au marché étranger, manque cruel d'infrastructures et de volontés politiques souvent absentes ou instables, l'Afrique reste pour l'instant un client plutôt qu'un créateur. Et pourquoi? Avec ses 1,4 milliard d'habitants, un potentiel industriel immense, restait un marché plutôt qu'un acteur majeur de l'automobile. Pourquoi? Avec ses jeunesses dynamiques, des idées révolutionnaires et un accord avec certains pays modernes, l'Afrique reste encore à la traîne dans son développement. Pour comprendre le présent, il faut retourner dans le passé. L'Afrique a été profondément marquée par la colonisation qui a eu lieu entre 1850 et 1950. Les puissances européennes ont largement structuré l'économie africaine autour de l'exploitation et de l'exportation des matières premières. Ces ressources naturelles, minerais, pétrole, bois, cacao, café, caoutchouc, etc. étaient souvent extraites de manière intensive et envoyées vers les métropoles coloniales pour alimenter les industries européennes. Le système économique mis en place avec pour objectif de nourrir les besoins des économies coloniales en privilégiant les exportations vers l'Occident plutôt que le développement d'industries locales en Afrique. Cela a entraîné une structure économique déséquilibrée et monofocalisée sur les ressources naturelles avec très peu d'investissements dans le secteur comme l'agriculture de subsistance ou l'industrialisation locale. De plus, la main-d'œuvre était souvent exploitée dans des conditions très précaires et les infrastructures créées comme les routes, les chemins de fer ou les ports étaient principalement destinés à faciliter l'exportation. Ce modèle a également laissé un héritage de dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur, un aspect qui est encore visible dans certains pays africains aujourd'hui, où les économies restent largement dominées par l'exportation de matières premières et la dépendance aux fluctuations des prix mondiaux. Les terres africaines ont été bien plus que de simples territoires à coloniser. Elles étaient aux yeux des puissances européennes de véritables coffres à ciel ouvert. Dans les profondeurs du sol africain, on extrayait l'or, symbole de puissance, le diamant, lui fascinait les couronnes et ornait les vitrines des bijouteries européennes. Le cuivre, qui est indispensable à l'électricité et à l'industrie naissante, s'arrachait au prix du sang. Puis vint le pétrole, l'or noir du XXe siècle qui allait faire basculer l'Afrique dans une nouvelle ère d'exploitation, particulièrement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais ce pillage ne s'arrêtait pas sous la terre. Au-dessus, la terre nourricière était transformée en champ de profit. Cacao, café, coton, huile de palme, ces cultures dites de rente étaient cultivées à grande échelle sur des plantations dirigées par les colons. La population sur place était réduite à l'état de main-d'œuvre bon marché, forcée parfois, soumise souvent. Leur mission était de nourrir l'appétit sans fin des marchés européens. En plus, il y a la forêt, immense, dense, mystérieuse, mais surtout rentable. On y coupait le bois, on y récoltait le caoutchouc avec une férocité industrielle. Et toutes ces matières premières prenaient ensuite la route des ports, direction les usines d'Europe. Chaque ressource arrachée à l'Afrique était une richesse perdue. Une richesse qui, au lieu de bâtir les nations africaines, servait à enrichir des pays loin. Quand une économie repose sur l'exportation de matières premières, elle devient fragile. Et ce fut exactement ce qui s'est passé. Au lieu de diversifier les activités économiques, les colons furent réduits à un rôle de pourvoyeur de ressources. Une économie tournée vers l'extérieur. Ces colonies, ou plutôt ceux qui les administraient, fonctionnaient avec une logique très court terme. Extraire le maximum le plus vite possible sans se soucier des conséquences. Personne ne pensait au développement local. Et quand
quand on étudiait, c'était à peine essentiel pour servir le système. Pour eux, industrialiser ce continent était risquer l'avenir de l'Europe. De sorte qu'il ne faut surtout pas y réfléchir. Je dis bien surtout pas. Ça risquerait de créer une économie concurrente. Ils voyaient que le profit immédiat, tout en sacrifiant l'avenir d'un continent qui ne rêvait que d'une seule chose, le partage équitable. Donner mais recevoir de l'aide pour bâtir un continent solide. Et puis le peuple, lui, n'était pas perçu comme l'acteur de son propre destin, mais comme une main-d'œuvre bon marché, corvéable à merci. L'objectif n'était pas de bâtir un futur ensemble, mais de nourrir les métropoles, quitte à laisser derrière soi un désert économique. Et le pire, c'est que cette vision court-termiste a laissé des séquelles durables, des économies extraverties, des dépendances structurelles et un tissu industriel absent. Tout ça parce qu'on a préféré les bénéfices du présent à la construction d'un avenir partagé. Et comme de nos jours, il y a eu les résistances, car les peuples africains n'ont pas accueilli cette exploitation les bras croisés. Des soulèvements ont éclaté, des figures héroïques comme Samori Touré se sont opposées, Béhanzin, la reine Nzinga, autant de noms souvent oubliés mais qui ont refusé la soumission. Qui est Samori Touré? Chef de guerre et empereur du royaume Wasolo, qui s'étendait entre la Guinée et le Mali actuel. Il est l'une des figures majeures de la résistance contre les forces coloniales françaises dans les années 1880. Il a mené des guerres acharnées contre l'armée coloniale, utilisant des tactiques de guerre avant d'être arrêté et exilé en 1898. De son nom, Almami Samori Touré, né vers 1830 à Mignane-Baladougou, dans ce qui est aujourd'hui la République de Guinée, n'était pas prédestiné à devenir l'un des chefs les plus redoutés de l'Afrique de l'Ouest. Même parfois, l'histoire choisit ses généraux dans le feu. Issu d'un milieu commerçant, il aurait pu mener une vie paisible. Mais quand sa famille est attaquée par les razzias, il prend les armes d'abord pour protéger et il va se faire un nom. Il va rassembler puis unifier. Ce n'est pas seulement un chef de guerre, c'est un stratège au pair, un diplomate redoutable et un homme politique visionnaire. Il crée l'empire Wasolo, un véritable état structuré avec une armée disciplinée, une administration organisée et même une monnaie. Mais surtout, Samori Touré comprend vite que les colonies avancent et qu'il aura du mal à négocier. Alors il résiste. 20 ans de guerre, de siège, de bataille. Il a tenu tête à la France, mais aussi à l'État britannique. Il déplace sa capitale et défend sa population. Une guerre mobile, inventive. Il était un cauchemar pour les officiers français. Mais là encore, la démesure coloniale finit par attraper le rêve d'indépendance. Après d'innombrables combats, Samori est arrêté en 1898, trahi par l'un de ses proches. C'est plus qu'un homme qu'on fait tomber, c'est une ère qui se clôt. Son arrestation marque l'achèvement de la conquête coloniale de l'Afrique de l'Ouest. Le rideau tombe, les royaumes sont dissous, les terres divisées, les peuples placés sous tutelle. La carte de l'Afrique est redessinée à la table des puissances. Gouraud, futur maréchal et figure majeure de l'expansion coloniale française, entre dans l'histoire en capturant le dernier plus grand résistant de l'Afrique de l'Ouest. Samori est un homme qui a tenu tête à deux puissances, qui a bâti un État dans la tourmente et qui a gravé son nom dans les mémoires des peuples. Après sa capture, il sera exilé au Gabon, loin de ses terres, de son empire, de sa légende vivante. Il y meurt en 1900 en détention, mais son combat ne s'est jamais éteint. Il reste dans la mémoire collective, dans les récits familiaux, dans les rues qui portent son nom et surtout dans l'idée que la résistance a toujours existé, qu'elle a été structurée, déterminée et qu'elle ne s'est jamais résumée à un silence résigné. Il est la preuve vivante que l'Afrique n'a jamais accepté la domination sans combat. Et ça vaut bien plus que toutes les lignes oubliées des manuels d'histoire. On n'oublie pas Béhanzin, souvent appelé le roi Béhanzin, qui est une figure historique du royaume du Dahomey. Le roi Béhanzin est particulièrement connu pour sa bravoure militaire et son leadership face aux troupes coloniales. Il a mené plusieurs batailles pour défendre son royaume contre l'invasion française. Né vers 1844 et monté sur le trône en 1889, succédant à son père, le prince Kondo est couronné roi Béhanzin le 6 janvier 1890 après la mort de son père. Les troupes françaises arrivent à Cotonou pensant imposer leurs lois comme un échiquier, mais très vite la réalité les rattrape. En face, l'armée du roi Béhanzin n'a rien d'une bande désorganisée. C'est une force structurée, motivée, enracinée dans la défense de son territoire et de sa souveraineté. Et dans le camp français, c'est la cacophonie. Le commandant Thérillon côté militaire et le gouverneur Bayeul côté civil ne peuvent pas se blairer. En gros, ils ne s'aiment pas. Et le résultat, c'est une mauvaise coordination, mauvaise stratégie et surtout une incapacité à anticiper la force de résistance dahoméenne. Les troupes françaises pourtant équipées sont mises en difficulté.
l'échec est cuisant. Le 3 octobre 1890, la France, après son échec militaire à Cotonou, change de tactique. Plutôt que d'enfoncer la porte, elle tente de forcer doucement, à coups de traité. Elle propose au roi Béanzin un protectorat sur le Dahomey. Officiellement, c'est un partenariat. On garantit la protection du royaume en échange d'une collaboration politique et économique. En réalité, c'est le début de la dépossession. Et pour faire passer la pilule, la France verse une rente annuelle de 20 000 francs à Béanzin. C'est une somme importante à l'époque, certes, mais qui sonnait plus comme le prix du silence qu'un vrai accord équitable. C'était une manière de tenir le roi à distance, de gagner du temps et surtout de préparer l'annexion complète. Béanzin n'est pas dupe, il accepte sous contrainte, mais il n'a pas dit son dernier mot. La suite, ça sera la guerre, car malgré ce soi-disant protectorat, il continue de défendre son territoire, son peuple et sa dignité. Et ça, c'est ce qui rend cette histoire encore plus forte. Le refus, même sous le masque diplomatique de la colonisation. Après 4 années de combats acharnés, de résistance pied à pied, face à une machine coloniale de plus en plus brutale, le roi Béanzin finit par être défait en 1894 lors de la bataille de Cotonou. Ce n'est pas parce qu'il a manqué de courage ni de stratégie, mais c'est parce que la disproportion des moyens était tout simplement écrasante. En face, la France déploie des troupes mieux armées, une logistique implacable et une volonté d'en finir. Mais Béanzin ne s'est jamais rendu de son propre gré. Il a résisté jusqu'au bout, brûlant même une partie de son territoire pour ne pas le livrer intact à l'envahisseur. Quand il finit par tomber, c'est un homme digne, jamais soumis, toujours porteur d'un symbole, celui de la lutte pour l'indépendance avant l'heure. Et la suite est aussi cruelle que prévisible. Plutôt que d'en faire un martyr sur place, la France l'exile. Direction la Martinique, loin de sa terre, loin de son peuple. Il y mourra en 1906 à Fort-de-France. En agissant de cette manière, ce n'était pas seulement un roi qu'on avait exilé. C'était un symbole de souveraineté, de résistance, d'un royaume qui refusait d'être avalé. Et aujourd'hui encore, le nom de Béanzin mérite de résonner fort parce qu'il incarne cette vérité qu'on veut trop souvent gommer. Je peux aussi vous parler de la reine Nzinga, figure emblématique de l'histoire de l'Angola et de l'Afrique centrale. Née vers 1583, elle fut la reine du royaume de Ndongo et du royaume de Matamba, deux entités situées dans l'actuel Angola. Elle est surtout connue pour sa résistance acharnée face aux colonisateurs portugais au XVIIe siècle. Nzinga était une femme d'une grande intelligence et d'une diplomatie redoutable. Elle ne reculait jamais devant le combat. Elle devint célèbre pour sa capacité à manipuler les alliances et ses stratégies militaires audacieuses. Après avoir été envoyée par son frère pour négocier avec les Portugais, elle se retrouva à la tête du royaume après sa mort. Elle mena plusieurs batailles pour défendre son peuple, en particulier contre l'expansion portugaise qui cherchait à contrôler le commerce d'esclaves et des ressources dans la région. Elle est aussi connue pour son engagement en faveur de l'indépendance et de la souveraineté de son peuple. Ses tactiques comprennent des alliances avec d'autres nations africaines, ainsi que des jeux diplomatiques avec les puissances européennes. En plus de son rôle militaire et politique, Nzinga s'est aussi illustrée par son habileté à naviguer dans le monde patriarcal. Elle est devenue un symbole de résistance et de leadership féminin. Son nom reste gravé dans l'histoire comme une figure de la lutte contre la colonisation et pour l'émancipation des peuples africains. Son héritage reste profondément ancré dans l'histoire de l'Afrique et elle est vénérée comme une héroïne nationale en Angola. En 1963, sous la direction de Kwame Nkrumah, président du Ghana, le pays entreprend la fabrication de la Boafo, un véhicule 100% ghanéen. Ce projet faisait partie d'une initiative plus large visant à stimuler l'industrialisation et l'autosuffisance du pays après son indépendance en 1957. La Boafo était une petite voiture conçue localement, principalement à des fins utilitaires pour répondre aux besoins de la mobilité intérieure. Le projet s'inscrivait dans la vision panafricaine de Nkrumah, qui croyait fermement que l'industrialisation était la clé pour libérer les nations africaines de la dépendance économique à l'égard des puissances coloniales. Bien que la Boafo n'ait pas eu un grand impact commercial, ce fut un symbole fort de la volonté d'autosuffisance industrielle du Ghana à cette époque. Il faut savoir que la voiture a été construite à partir de pièces fabriquées localement et d'autres importées, dans une tentative de lancer une production automobile sur le continent africain. Mais le projet a été rapidement abandonné en raison d'un manque de soutien des gouvernements africains, qui a conduit à des difficultés économiques et d'un manque d'infrastructures. Kwame Nkrumah voyait déjà plus loin. Pendant que le monde sortait de la Seconde Guerre mondiale et que les puissances occidentales construisaient leur économie à coups d'usines, de moteurs et d'acier, son plan était de faire de l'Afrique une puissance industrielle autonome avec des usines locales, une production nationale, une économie panafricaine. En gros, la fin de la dépendance vis-à-vis de l'Europe.
Et ce projet était mal vu car ça provoquait des sueurs froides aux puissances. Parce qu'un continent africain fort, uni et industrialisé, ça voulait dire plus de matières premières bradées et c'est la fin du pillage. Résultat, des sabotages économiques, des pressions diplomatiques et un coup d'État téléguidé. Et en 1966, il est renversé. Le projet d'industrialisation du Ghana est abandonné. Les rêves panafricains s'effondrent et le continent replonge dans la dépendance économique. On nous a vendu le mythe que l'Afrique n'est pas capable. Mais la vérité, c'est que chaque fois que ce continent veut prendre son envol, on lui coupe les ailes. C'est aussi un hommage à tous ces grands noms pour l'Afrique. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Samora Machel, etc. Des leaders qui ont payé le prix fort pour des idéaux de souveraineté, de justice ou simplement pour avoir osé dire non aux puissances extérieures. Le paradoxe africain. Pourquoi autant de ressources pour si peu de production? L'Afrique est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Des pays comme le Soudan, l'Afrique du Sud ou le Ghana sont parmi les plus grands exportateurs. Le continent est également riche en diamants, notamment dans les pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe. Le Botswana est particulièrement connu pour ses diamants de haute qualité, principalement extraits en RDC. Le cobalt est crucial dans la fabrication des batteries lithium utilisées dans les véhicules électriques et d'autres appareils électroniques. La Zambie et la RDC sont les plus grands producteurs de cuivre du continent. Le cuivre est essentiel dans la construction, les câbles électriques et l'industrie technologique. L'Afrique du Sud est le plus grand producteur mondial de platine, un métal précieux utilisé dans les catalyseurs automobiles et diverses applications industrielles. Le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium en Afrique, qui est essentiel pour l'industrie de l'énergie nucléaire. Extrait en RDC, le coltan est le cœur pour la fabrication de composants électroniques comme les téléphones mobiles et les ordinateurs. La Zambie et le Namibie sont également des producteurs majeurs de zinc, utilisés dans la fabrication de métaux résistants à la corrosion. Des pays comme la Guinée détiennent d'importantes réserves de bauxite, principale ressource d'aluminium. Ce qu'il faut savoir est que l'Afrique possède d'immenses réserves de ressources naturelles, minerais, pétrole, gaz, terres agricoles fertiles et plein d'autres. Cependant, ces ressources sont souvent extraites par des entreprises multinationales qui les exportent brutes et sans transformation locale. Cela empêche la création de valeur ajoutée sur place et la création d'emplois qualifiés. Le Zimbabwe, le Congo et l'Algérie détiennent des réserves significatives de lithium. Le Zimbabwe est particulièrement intéressant avec sa mine de Bikita qui est l'une des plus grandes sources de lithium en Afrique. Parlons du lithium. Il est un élément clé dans la transition énergétique mondiale, notamment pour la fabrication des batteries destinées aux véhicules électriques et aux appareils électroniques. En Afrique, plusieurs pays possèdent des réserves de lithium importantes, ce qui en fait un acteur de plus en plus central dans la géopolitique des ressources naturelles. L'exploitation du lithium pourrait transformer les économies africaines en créant des emplois et en générant des revenus. Cependant, cela vient aussi à des défis, comme la gestion des ressources naturelles, les droits des travailleurs et des tensions géopolitiques autour du contrôle des minerais. De grandes puissances comme la Chine investissent massivement dans l'Afrique, cherchant à sécuriser un approvisionnement fiable en lithium pour leur industrie de batteries et des véhicules électriques. L'Afrique pourrait devenir un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondial en lithium. Mais cela dépendra des politiques locales et de la capacité des gouvernements à gérer de manière durable les ressources. Pour ça, l'économie africaine dépend de l'exportation de matières premières. Donc elle est vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et empêche la diversification économique. Ce manque de développement industriel et d'infrastructures de transformation freine son potentiel d'industrialisation. En plus, de nombreux pays africains souffrent d'une mauvaise gouvernance, d'une corruption endémique et de l'inefficacité des institutions publiques. Les revenus issus des ressources naturelles sont souvent mal gérés, détournés ou utilisés pour nourrir des conflits internes, plutôt que d'être investis dans le développement des infrastructures et des industries locales. Bien que l'Afrique attire des investissements étrangers, ceux-ci sont souvent dirigés vers l'extraction des ressources naturelles plutôt que vers la création d'industries de transformation. Les entreprises étrangères préfèrent souvent extraire et exporter les ressources sans investir dans les projets à long terme sur le continent. Avec les conflits armés, l'instabilité politique et les guerres civiles, qui sont des réalités dans plusieurs pays africains, ces tensions découragent l'investissement et empêchent la mise en place d'un développement durable. Ces richesses naturelles sont parfois source de tensions et de guerres, comme c'est le cas dans la région des Grands Lacs ou dans certains pays producteurs de pétrole. Je vous invite à lire le livre de Pierre Bamoni, Pourquoi l'Afrique si riche est si pauvre. Revenons à l'industrie automobile, la marque Innoson au Nigeria. Innoson est l'un des pionniers dans l'industrie automobile en Afrique. Fondé par Innocent Ifediaso au Détola en 2007,
L'entreprise a tenté de créer une marque 100% africaine avec des voitures produites localement. Leur modèle phare, Innoson UMU, est un SUV assez populaire au Nigeria. Cependant, malgré ces tentatives d'innover, plusieurs obstacles ont freiné la croissance d'Innoson. Le manque d'infrastructures de production modernes a compliqué la fabrication à grande échelle, sans compter la concurrence étrangère avec des géants asiatiques, américains, européens, avec un manque de moyens en termes de réseau de distribution et de production. L'accès au financement pour augmenter la capacité de production a été un point de friction constant. Toutes ces difficultés ont freiné le développement de la marque. Au Ghana, Kantanka est une autre tentative notable. Fondée par Kwaku Safo Kantanka dans les années 1990, je ne sais pas si je prononce bien le nom, elle s'est fait connaître par ses véhicules robustes adaptés aux conditions locales. Mais comme Innoson, Kantanka a rencontré plusieurs obstacles. Un manque de soutien gouvernemental fort. Contrairement à des pays comme la Chine où des subventions sont accordées pour développer l'industrie automobile, le Ghana a eu du mal à soutenir ses propres marques. La qualité des véhicules produits par Kantanka n'a pas toujours été à la hauteur des attentes, ce qui a limité leur compétitivité sur le marché. Avec des problèmes financiers et logistiques, Kantanka a eu du mal à étendre sa production et à importer les matières premières nécessaires, ce qui a mis Kantanka dans le rouge. Kiria Motor en Ouganda, fondée en 2014 par l'université Makerere, avec un objectif de fabriquer des voitures électriques, leur modèle le plus célèbre est le Kiria EV, un véhicule entièrement électrique. Cependant, malgré de nombreuses ambitions, le projet de mise en production à grande échelle a pris du retard et la production de masse n'a toujours pas eu lieu. Bien que Kiria Motor ait reçu des investissements publics, le financement privé a été rare, ce qui a limité sa capacité à se développer. Comme les autres entreprises africaines, le manque d'infrastructures industrielles et de technologies de pointe a empêché Kiria de devenir un acteur significatif. Et toutes ces marques ont été un flop à cause du manque de soutien des gouvernements en place. L'automobile, c'est l'une des usines les plus exigeantes au monde. Elle repose sur des chaînes de production ultra précises, des milliers de pièces détachées, une main-d'œuvre hautement qualifiée, des infrastructures logistiques performantes et surtout une demande locale forte. Sans tous ces éléments, impossible de faire tourner une usine automobile rentable. Et malheureusement en Afrique, la demande reste très fragmentée et le pouvoir d'achat souvent faible. L'Afrique ne part pas de zéro, mais pour devenir un acteur majeur de l'industrie automobile, elle doit éviter de répéter le schéma colonial. Ne pas extraire les ressources pour les exporter et reconstruire son deal avec l'Occident en important la technologie de pointe plutôt que des pièces détachées. Elle doit au contraire maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la mine à la route. Et cela passe par la volonté politique, la formation, l'innovation et une vision industrielle à long. Créer des centres de formation technique dans l'automobile, la robotique, l'électronique embarquée. Stimuler la recherche et le développement, notamment en partenariat avec des universités et des startups. Pendant des siècles, l'Afrique était dépossédée de ses richesses et de ses enfants. Aujourd'hui, elle doit tourner la page. Elle ne doit plus sacrifier ses enfants, mais les former, les éduquer, les équiper. Non pas pour les voir partir hors d'Afrique, mais pour les voir transformer, créer, inventer chez eux. C'est à cette condition que le continent pourra contrôler sa destinée industrielle. Les gouvernements africains doivent soutenir les startups locales, pas seulement avec des discours, mais avec des financements, des infrastructures, des politiques adaptées. Des startups comme Mojari dans Côte d'Ivoire qui révolutionnent la mobilité urbaine intelligente. Ou encore Ampes End au Rwanda, pionnier des motos électriques sur le continent. Et Basigo au Kenya qui déploie des bus électriques accessibles et durables. Ces entreprises construisent leur avenir. Elles ne l'attendent pas. Et avec un vrai appui institutionnel, elles pourraient changer la face de l'industrie africaine. Il est temps de penser continental. Lancer un marché automobile africain intégré, c'est l'une des clés. La zone de libre-échange continentale africaine offre cette opportunité historique. Mais pour qu'elle devienne un moteur réel de développement, il faut aller plus loin et uniformiser les normes techniques et environnementales, réduire les barrières douanières entre pays africains, faciliter la libre circulation des pièces, des véhicules, des talents. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un véhicule fabriqué au Ghana a plus de facilité à entrer dans un autre continent qu'à circuler dans un pays voisin. Cela doit changer. Une véritable industrie automobile africaine ne peut exister sans marché africain unifié. L'Afrique peut devenir un acteur stratégique de la mobilité du futur. Des géants comme BYD ou Xpeng l'ont compris. Ils envisagent déjà d'implanter des usines en Égypte, au Kenya ou en Éthiopie. Mais il y a un risque, c'est que le continent ne soit une fois de plus réduit à un simple réservoir de matières premières ou une zone d'assemblage bon marché. L'enjeu, c'est de construire une industrie locale, de former, d'innover et de ne pas laisser passer le train de la transition électrique.
Le développement de l'industrie automobile africaine représente bien plus qu'un simple enjeu économique. C'est un levier stratégique pour l'emploi, l'innovation et la souveraineté industrielle du continent. Malgré les nombreux défis d'infrastructures limitées, de dépendance aux importations et l'instabilité politique dans certaines régions, des progrès notables sont visibles. Des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore le Ghana montrent qu'avec la volonté politique forte, des incitations économiques adaptées et des partenariats internationaux intelligents, l'Afrique peut devenir un acteur crédible de l'industrie automobile mondiale. L'avenir automobile en Afrique dépendra également de la capacité du continent à anticiper les grandes mutations du secteur, notamment l'électrification, la digitalisation et la transition écologique. L'industrie automobile africaine est encore jeune, mais elle est porteuse d'un potentiel immense. À condition de révéler les bons défis aujourd'hui, elle pourrait bien devenir l'un des moteurs du développement économique du continent demain. Est-ce que pour vous le dernier petit est devenu le premier? Dites-le moi en commentaire. Un grand merci à tous les abonnés et à ceux qui vont s'abonner pour l'avancement de la chaîne en nous donnant de la force bien sûr. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.